Nous voici de retour pour parler maintenant de la deuxième et de la troisième loi de Kepler. Et commençons tout de suite par l'énoncé de la deuxième loi qu'en fait Kepler en 1609. Comme on l'avait vu en cours, il nous dit que les planètes balayent des aires égales en des temps égaux. Alors retournons voir l'animation et regardons la planète qui est ici en orbite autour du Soleil sur une trajectoire elliptique. Et on se rend compte tout de suite, quand on regarde son mouvement, que quand elle passe au plus près du Soleil, c'est ce qu'on appelle le périhélie, elle est beaucoup plus rapide que quand elle passe loin, au plus loin du Soleil, ce qu'on appelle l'aphélie. Et plus la trajectoire est elliptique, et plus la différence entre ces vitesses est forcément importante. Et alors pourquoi on appelle ça la loi des aires? On va regarder tout de suite, et on va balayer des aires égales en des temps égaux grâce à cette animation, et regardons. Voilà. Alors, on s'aperçoit qu'en des temps égaux, forcément, comme la planète accélère, ralentit, elle parcourt une distance plus ou moins longue en des temps égaux. Quand elle va vite, elle parcourt une grande distance pour un même temps, ou ici, elle va parcourir une distance plus faible. Mais Kepler se rend compte que géométriquement, quand je fais le calcul de toutes ces aires balayées ici, elles sont strictement égales. Donc ça traduit tout simplement cette loi des airs, la variabilité de la vitesse de la planète sur son orbite. Faisons une petite remarque. Quand je réduis l'excentricité de l'ellipse et que je l'amène à une valeur nulle, vous savez que ça va donner un cercle. Et quand je regarde les aires balayées en des temps égaux, on peut même le refaire, hein, regardez bien. Alors là, les aires sont toujours strictement égales, bien sûr, mais le remarque qu'on peut faire, c'est qu'elles parcourent la même distance en des temps égaux. Là, ça montre bien que sur une trajectoire circulaire, on le verra tout à l'heure, un peu plus tard, pardon, sur une autre vidéo avec Newton, que si la trajectoire est rigoureusement circulaire, cette fois-ci, la planète a un mouvement circulaire, bien sûr, mais surtout uniforme. Sa vitesse reste constante. Mais ça, on en reparlera bientôt. Alors, maintenant, la troisième loi. Alors, c'est celle qu'il faut le mieux connaître hein, dans notre programme. Pourquoi? Parce qu'elle donne lieu à des calculs. Voilà une relation numérique. Alors, qu'on va commenter ensemble. Je répète, hein, on l'avait vu celle-ci en cours, aussi avant de partir en vacances. Mais je la redétaille ici avec vous. Alors, remarquez que c'est en 1618, dans un livre qui s'appelle Les tables Rudolphines, que Kepler nous présente cette relation. Alors, on la lit d'abord. Pour toutes les planètes, le rapport du carré des périodes de révolution au cube du demi-grand axe de l'orbite est constant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que t au carré divisé par a au cube, on va rappeler ce qui est a, hein, c'est le demi-grand axe de l'ellipse, ça donne un nombre. Et ce nombre-là, si je fais le calcul pour toutes les planètes, on s'apercevra qu'on retrouve toujours la même chose. Alors, pour Kepler, c'est un raisonnement qui n'est pas physique, hein, qui nous fait ici, il n'est même pas mathématique. Il tâtonne, il cherche. On connaît les périodes de révolution des 5 planètes connues au XVIIe siècle. Donc on est capable de connaître cette valeur, grand T, combien de temps met la planète pour faire un tour de son orbite. Et on a déjà une bonne évaluation des distances des planètes au Soleil, euh, voilà, par des méthodes dites de parallaxe. Bon, bref, elles sont à peu près connues. Donc il est capable de faire ce calcul. Alors qu'est-ce qui lui prend de mettre ça au carré, de le diviser par ça au cube? euh, Kepler est dans une démarche de tâtonnement, hein. Il recherche, il essaye, et en bon pythagoricien, Kepler cherche de l'harmonie en fait dans le cosmos, hein. Pythagore nomme l'univers cosmos, qui a donné la cosmétique, comme vous le savez, et c'est une recherche de l'harmonie. Cosmos en grec, c'est la beauté ou l'harmonie. Et donc il tâtonne, il cherche quelque chose d'élégant, une relation entre les nombres, quasiment magique, hein, qui n'a pas de cause physique, mais qui est une évidence mathématique. Et pour lui, il finit après de très nombreux tâtonnements, c'est à peu près 30 ans de travail, hein, il faut l'imaginer pour Kepler, que cette relation donne quelque chose de constant, quelle que soit la planète étudiée. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Vous faites pour chacune de ces planètes ce rapport-là, vous trouvez toujours le même nombre. Alors, comment on va pouvoir le mettre en évidence dans notre animation qui est ici? Regardons. Non, non, non. Et regardons maintenant les orbites des planètes en même temps. Regardez bien. Voilà, on va les regarder. Voilà ce qui se passe.
Alors, on a le Soleil qui est ici, on a Mercure qui orbite en 3 mois, à peu près en 2-3 mois autour du Soleil. On a Vénus ici qui orbite en 6 mois environ, 6-7 mois autour du Soleil. La Terre qui orbite bien sûr en un an autour du Soleil. Et puis vous voyez Mars derrière, on va reculer un petit peu pour mieux voir Mars, qui intéressait tant Kepler. Ici, la planète Mars, elle met 2 ans pour faire le tour de la Terre. Et puis reculons encore un peu. Jupiter, ah ouais, elle est plus loin, hein. Et puis elle est bien plus lente, comme vous le voyez ici. Jupiter est là, faites pas attention à ce point rouge, hein. Jupiter est ici, et voilà toutes les autres planètes qui orbitent toujours autour du Soleil, mais vous le voyez bien à des vitesses différentes. On aperçoit Saturne, là-bas, allons la voir. Et vous voyez que plus on recule dans le système solaire, et plus la planète est lente sur son orbite. Pour Jupiter, c'est presque 12 ans pour faire un tour. Pour Saturne, c'est quasiment 30 ans, un tout petit peu moins. Et puis évidemment, vous avez compris que plus on recule dans le système solaire et plus les planètes sont lentes sur leur orbite. Alors ce que fait Kepler, et là je vais revenir à la Terre, l'exploit de Kepler, c'est d'arriver à montrer que le demi-grand axe de la Terre, si vous le mettez en évidence ici, on va le faire apparaître, hop, comme ceci, le demi-grand axe de l'orbite de la Terre, qu'on peut assimiler à son rayon, hein, vous voyez bien que c'est presque un cercle, 150 millions de kilomètres. Si vous le mettez au cube, ensuite vous prenez le temps que met la Terre pour faire un tour complet, c'est-à-dire un an, vous le mettez au carré, vous divisez donc t au carré divisé par ceci au cube, et vous trouvez un nombre pour la Terre. Et on a compris maintenant que si je fais la même chose pour Mars, allons voir Mars maintenant, eh ben, je vais faire la même chose. Je vais prendre le temps que met Mars pour faire un tour complet de la Terre, c'est-à-dire 2 ans. Je vais mettre ça au carré et je vais diviser par son demi-grand axe au cube et je vais retrouver la même chose. Et pour tous les objets du système solaire, c'est vrai aussi pour les comètes, hein, d'ailleurs. Tous les objets qui gravitent autour du Soleil, et on peut remonter très loin, ce rapport est toujours le même. Voilà. Ici, vous avez Saturne, et puis on va reculer. Allons voir Neptune et Pluton. Voilà, toute la famille est réunie. Il y a encore d'autres objets bien plus loin, hein, dans le système solaire, mais enfin pour nos planètes connues jusqu'à Neptune et Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète pour pas mal de raisons plus ou moins discutables, vous faites le calcul de T2 sur R3, ça nous donnera toujours la même chose. Alors là, vous voyez que ça avance pas bien vite, hein, tout ça. Je peux accélérer un petit peu pour voir un petit peu les rapports entre les vitesses, mais alors Pluton est vraiment pas rapide. Alors combien de temps met-elle pour faire un tour? C'est 240 ans à peu près pour faire un tour complet du Soleil. Eh bien, ces 240 ans, je les mets au carré, je divise par son demi-grand axe au cube, je retrouverai encore une fois toujours le même nombre. Alors, je vous avais posé un petit exercice qu'on avait déjà résolu. Comment on fait pour exploiter cette troisième loi de Kepler? Alors, je vous avais donné, vous vous souvenez, des données orbitales de la Terre, le temps qu'elle met pour faire un tour, le rayon de son orbite. Et pour Saturne, je vous avais donné le rayon de son orbite et aussi celle de Jupiter. Et je vous avais montré que en exploitant la troisième loi de Kepler, on peut bien sûr trouver une grandeur inconnue. Laquelle? La question que je vous avais posée dans l'exercice, c'est est-ce qu'on peut déterminer la période de révolution de Jupiter sur son orbite? Alors oui, bien sûr, puisque, regardez bien, on l'avait résolu comme ça, puisque T2 sur R3 est constant pour toutes les planètes du système solaire, eh bien, je connais ces trois grandeurs qui sont ici. T2 sur R3 pour la Terre est égal à T2 sur R3 pour Jupiter, égal à T2 sur R3 pour Saturne, et ainsi de suite. Et comme je cherche la période de révolution de Jupiter et que je connais les trois autres grandeurs, il suffit d'isoler. Et je trouve le résultat en années. Alors, une petite remarque sur les unités. Normalement, quand on fait un calcul de période, on le trouve en secondes, hein, mais je fais la remarque dans le document, avec Kepler, quand vous exploitez la troisième loi, si vous exprimez les périodes dans la même unité et les distances dans la même unité, ici je les ai mises en kilomètres, remarquez bien, et en haut je les exprimais en années, eh bien les unités sont cohérentes entre elles. J'ai mis la période de révolution de la Terre qui vaut un an, j'ai mis 1 ici, dans l'application numérique, donc le résultat va être donné en années.
Quand on manipulera cette équation avec Newton, vous verrez qu'on fera très attention et là on reviendra aux unités du système international. Voilà, on contemple encore un petit peu le système solaire en action et à très bientôt pour la base de Freinet.